Bonjour frère, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et chez vous-même? Ça va, ça va, ça va. Dieu merci. Et chez vous? Ça va, ça va. Je suis en direct? Oui, on est en direct en ce moment. Ah, ok. Oui. Je voudrais remercier tout le monde et dire bonjour à tous les EPV et particulièrement à vous. Bonjour. Je voudrais intervenir un peu ce soir, si vous me permettez. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais ressurgir un peu sur votre intervention hier par rapport à la justice sous le mandat du président Alassane Ouattara. Je voudrais intervenir un peu dessus. Et je suis pleinement d'accord avec vous. Et presque tous les militants sont découragés. Et compte tenu du parcours de M. Alassane, on avait compris qu'on allait obtenir justice. Et souvent, je m'assois et je me pose beaucoup de questions. Pourquoi Alassane a pardonné au niveau de la justice? Souvent, je me pose des questions. Depuis fort longtemps, depuis plus de 10 ans, je me pose cette question. Et surtout au niveau du procès de M. Gbagbo et puis de Blé Goudé. Pourquoi Alassane a confié ces dossiers-là à des incapables au niveau de la Côte d'Ivoire? Je n'arrive pas à comprendre. Parce que Alassane devrait comprendre qu'il a pris un système déjà, on peut dire un pétard mouillé. C'est-à-dire que dans toutes les administrations, il y a des gars qui vont saboter son travail. Il devrait savoir ça. Que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de la fonction publique, que ce soit même dans l'armée. Et il y a des gens qui sont prêts à saboter son travail. C'est ça, un jour, je vous avais posé la question, est-ce que l'ivoirisation des cadres avait marché sous l'air ou fouet? Parce qu'il faut comprendre, nous sommes un jeune pays quand même. Nous sommes un jeune pays. C'est vrai qu'on a eu notre indépendance en 1960. Et on cherche à se comparer à des gens qui ont près de 200 ans de démocratie. Et on a dit, nous, on a tenté notre démocratie seulement en 1990. Ça veut dire qu'on est au début de la démocratie. Et le pivot d'une démocratie, c'est la justice. Alassane le sait, parce qu'il a fait les États-Unis. Ici, tout le monde a peur de la justice. Que tu sois président, tu as peur de la justice ici. Il a fait ses études ici. Et souvent, je me pose la question, je me dis, pourquoi Alassane a baissé le bras? Je pense qu'il est découragé. Il faut comprendre que c'est un humain après tout. Je pense que c'est un découragement de sa part. Et il avait pensé que le problème de la Côte d'Ivoire, c'était seulement un problème d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il faut faire la route, après il faut passer à l'industrialisation, et après tout va bien, comme dans un pays développé. Mais ce n'est pas le cas. L'Afrique, ce n'est pas le cas pour le moment. Il y a une mentalité, il faut travailler. Tu ne peux pas travailler la mentalité des Ivoiriens sans la justice. Tu ne peux pas travailler la mentalité des Africains sans la justice. C'est impossible. Il est en train de mettre les charrues avant les bœufs. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est ce que vous avez dit hier. On peut le détruire en 24 heures. Par contre, si la mentalité est travaillée, ça ne se détruit pas tout doucement, en un jour. Parce que vous pouvez, ça a été son travail pendant je pense que 34 ans, ou 33 ans plutôt. Vous pouvez travailler sur la mentalité des Ivoiriens, et puis arriver à un certain moment, on ne faisait pas la différence entre un nordiste et un sudiste et autre. Bédi est rentré dans le raccourci, Gbagbo est rentré dans le raccourci. Presque tous les policiers rentrent dans le raccourci pour pouvoir avoir le pouvoir. Vous pouvez se battre contre ça. Aux aides de nos indépendances, même Sékou Touré s'est battu contre ça. Presque tous les leaders, au moment de nos indépendances, se sont battus contre je peux dire, ce virus comment on appelle ça, ce virus de régionalisme, où chacun pense que lui est supérieur à l'autre.
ça détruit tout un pays. Ça peut détruire la Côte d'Ivoire, ça peut nous amener complètement à zéro. Ça veut dire que tout le travail que vous pouvez faire, on a commencé notre démocratie en 90, ça veut dire que de 90 à maintenant, là, on veut tout est détruit. L'Ivoirien ne se sent plus Ivoirien. Chacun dans son groupe ethnique. Et c'est ce que il ne voulait pas de la démocratie que les Européens voulaient nous imposer. C'était la raison pour laquelle le monsieur ne voulait pas de la démocratie. Mais nos gars qui sont allés étudier à l'UR, les Babos ont dit qu'ils sont des médecins, ils sont devenus des docteurs, des simples professeurs d'histoire, sont devenus des docteurs en histoire parce qu'ils sont passés au pouvoir. Bon, quand tu vois leur raisonnement, quand tu vois leur comportement, tu te dis que c'est pas des gens, même ils n'ont même pas fait le CM2 ou le CP1 parce qu'ils se comportent comme des enfants. Ils se comportent comme des enfants. L'intérêt du pays, ce n'est rien pour eux. Ils veulent simplement être au pouvoir. C'est décevant. Je pense que Alassane n'avait pas pensé qu'il avait un campement à diriger. Il pensait qu'il avait un pays à diriger. La Côte d'Ivoire, c'est un campement. Moi, je considère que c'est un campement. Par la mentalité. Parce que d'un côté, il y a des gens qui sont encore sauvages. Je vous dis ça. Il y a des gens qui sont encore sauvages. Ils préfèrent que tout brûle. Et il y a des gens qui veulent aller en avant. Et ceux qui sont sauvages, ils font plus de bruit que ceux qui veulent aller en avant. Tant qu'on n'a pas jumelé les mentalités pour avoir plus de personnes qui veulent aller en avant, qui se croient plus, qui ne veulent pas prendre ces poisons des régionalismes ou des PT ou des gros ou des nordistes qui ne veulent pas prendre ça, tant qu'on n'a pas passé ces niveaux-là, tout ce que Alassane est en train de faire, c'est zéro. Il peut faire ses routes en or, c'est zéro. Il peut construire n'importe quoi, c'est zéro. Parce que tant que les gars, certaines personnes vont se croire plus ivoiriens que les autres, on perd notre temps. Ça veut dire que je pense que les 3 ans qui lui restent, si moi j'étais à sa place, j'allais chercher à travailler sur la mentalité des Ivoiriens. Comme vous faites la faire pendant 30 ans. Il faut travailler sur la mentalité des Ivoiriens. Tant qu'on ne se sent pas tous comme des Ivoiriens, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et je pense qu'il est découragé. Il faut le comprendre, c'est un être humain. Hein. C'est un être humain. Et puis en plus de ça, ceux qui l'entourent aussi, il y a beaucoup, certains aux États-Unis ici, avant de te mettre dans certaines positions dans l'administration ou même dans la politique, les gars doivent être sûrs que tu aimes leur pays. On ne prend pas n'importe qui pour les confier les responsabilités d'un pays. Mais il y a des gens autour d'Alassane qui font le double jeu, qui sont là même qui veulent détruire la Côte d'Ivoire à l'intérieur. Parce que ça se gâte et ils peuvent ramasser les trucs pour aller en Guinée, pour aller au Mali, pour aller n'importe où. Et nous autres qui sommes là, on a la terre brûlée, tout est cassé autour de nous. On doit tout recommencer à zéro. Après, ils vont se moquer de nous. Vous avez dit que vous étiez en avance, non? On est devenu même chose. C'est ce que les Camerounais cherchent. C'est ce que plein de pays autour de nous cherchent. Même Ghana, même le Sénégal. Vous pensez que ce qui se passe au Mali, le Sénégal n'a pas ses pieds dedans? Le Togo n'a pas ses pieds dedans? Parce que cela profite du port. Nous avons un port qui est très dense. Presque tous les bateaux peuvent accoster en Côte d'Ivoire. Mais le Sénégal, ça c'est pas ça. Depuis fort longtemps, ils veulent prendre le leadership. Et les Ivoiriens, ils s'amusent dans des petites querelles qui ne peuvent pas faire avancer la Côte d'Ivoire. Ouvrez les yeux grandement, regardez autour. Personne ne nous aime. Personne. Je respecte un peu le Burkina. Ils sont francs. Personne ne nous aime. Et nous sommes là pour des petites querelles
Et les gars veulent nous engenouer complètement. Le Sénégal, lorsque le Mali fait partie des gros morceaux qui tirent les marchandises du port de la Côte d'Ivoire, le Sénégal veut avoir ses marchés, le Togo veut avoir sa part, même le Ghana veut avoir sa part. Alors il faut pousser ces djihadistes pour confronter, c'est eux qui encouragent les djihadistes, le président, comment il s'appelle, Assimi Goïta, c'est eux qui les encouragent pour arrêter nos militaires. C'est le Sénégal, c'est le Ghana, c'est le Togo. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas ouvrez les yeux. Moi, je suis dans la politique depuis le temps de Houphouët, je comprends tout. Personne ne nous aime dans la région. Si personne ne nous aime, nous devrons nous aimer nous-mêmes et chercher à aller à l'essentiel. Et les gars s'amusent dans des conneries. Mais malheureusement, à la fin, il est seul. Il est seul, entouré des gens qui jouent double jeu. D'autres même veulent détruire la Côte d'Ivoire de l'intérieur, comme je l'ai dit, ceux même qui s'en laissent. Allô? Oui, on vous écoute, hein? On vous écoute. Ok. D'accord. Comme je le disais, c'est ce qui se passe réellement. Il faut que nous, les Ivoiriens, on arrive à comprendre que nous avons du boulot à faire. Et nos politiciens doivent comprendre. La Côte d'Ivoire est au-dessus de tout. Parce que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire se détruit, ils n'auront plus les rangs viagères, ils n'auront plus les salaires. Bon, c'est vrai que depuis nos indépendants, qu'est-ce que je constate? L'Afrique est un cimetière pour nos cadres. Ils envoient les enfants à l'école en Europe. Quand ils sont malades, ils s'en vont se soigner là-bas. Quand ils vont à l'hôpital là-bas, ils meurent et on vient les enterrer en Afrique. L'Afrique est seulement un cimetière pour eux. Et bon, nous qui sommes là, nous qui ne pouvons pas faire ça, pour nous-mêmes et pour nos parents, nous devons nous mettre ensemble pour chercher des leaders qui peuvent nous faire avancer. Alors ça fait partie de ce truc, mais je peux dire, il est naïf. Il est naïf dans quel sens? Alors, c'est coupé? Non, on vous écoute très bien. C'est ça la particularité de notre plateforme. Quand quelqu'un parle, on l'écoute parce qu'on apprend. Ok. Voilà, donc parlez. Oui, parce que ce que je pense, à la fin, on a pensé que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est seulement un problème d'infrastructure. Mais il n'a pas encore compris que le problème réel même de la Côte d'Ivoire, il doit comprendre d'abord que nous ne sommes pas un pays. Pour être un pays, il faut que tout le monde se sente ivoirien. Mais Gbagbo est passé par là, Dédi est passé par là. Ils ont pris des raccourcis qui ont fait ressurgir les vieux démons. Je pense qu'ils doivent travailler sur ça pour pouvoir enterrer ces démons-là d'abord. Avant que nous puissions avancer avec les infrastructures. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Il a le pouvoir. Comme je l'ai dit la dernière fois dans le message, le problème de nationalité, Alassane pouvait régler ça en 1980, comment on appelle ça? C'était en 90, Alassane pouvait régler ça. En ce moment, je travaillais en Côte d'Ivoire. J'avais des confrontations avec des amis, des amis qui étaient en ce moment des grands PDCistes. Moi, je n'ai jamais aimé le PDC, qui étaient des grands PDCistes en ce moment, qui disaient qu'Alassane, c'est un Ivoirien. Moi, je disais non, ce n'était pas un Ivoirien. Parce que c'était qu'on nous avait fait croire. On ne le connaissait pas. Et on avait des confrontations. Mais il laisse le pourrissement. Alassane, s'il avait amené cette histoire à la justice, et puis on réglait devant tout le monde, on passait, les gars apportaient les preuves qu'il n'est pas ivoirien, lui il apportait ses preuves qu'il est ivoirien. On n'allait même pas avoir ce forum de réconciliation où il est venu faire humilier toute sa famille. Pourquoi il attend toujours les pourrisses et que la situation pourrisse? Pourquoi? Au niveau de la justice, c'est la même chose. Pourquoi il attend toujours que la situation pourrisse avant de réagir?
Ça, je n'arrive pas à comprendre ça chez lui. Et une fois que tu l'as fait avec ta nationalité, on a eu près de 3000 morts. On a déterré ta maman. On a fait plein de choses. Ça devrait te donner des conseils. Tu veux maintenant faire ça avec la justice. On va avoir encore 1 million de morts. Et peut-être à ce moment, lui n'est plus là. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il attend toujours le poussement. Bon, je sais, c'est ce que j'ai dit au départ. Quand j'ai réfléchi, je pense qu'il est découragé. Il est découragé quand il fait confiance à quelqu'un, la personne n'arrive pas à faire la moitié la personne n'arrive pas à mériter la moitié de sa confiance. Peut-être c'est la seule chose qui le décourage. Il se bat, lui et puis son petit frère seulement, les deux, pour diriger un gros pays comme la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas avancer. Et tout le monde a les bras croisés pour le regarder autour de lui. Je pense qu'il est découragé. D'abord, il pensait qu'il avait un pays à diriger. Moi, je lui dis, aujourd'hui, il n'a pas un pays à diriger. Il a un campement à diriger où il doit forger les mentalités. L'Africain n'est pas comme l'Européen, comme l'Américain. On n'a pas les mêmes mentalités. Ils ont 200 ans de démocratie. Nous avons à peine 30 ans. Ils sont passés loin. Nous, on est au début. On doit nous former, on doit nous forger. Si vous faites près de 30 ans et puis tout le monde était unanime, parce qu'il était pédagogue ou fouet. À chaque fois, il sort de la Côte d'Ivoire, il vient s'asseoir, il dit pourquoi il est sorti, pourquoi il est venu, quand il est allé chercher, pourquoi on ne paie pas nos cafés, pourquoi il vient, il parle. Alors ça ne fait pas ça. C'est vrai que tout le monde n'a pas les dons de parler facilement comme moi. Mais quand tu n'as pas, il n'y a pas de honte de chercher des gens qui peuvent le faire réellement. Moi, je déteste des amis qui me disent tout est bon. Moi, je n'aime pas ces gens d'amis. J'aime celui qui peut me dire, quand c'est pas bon, il me dit c'est pas bon. Quand c'est bien, il me dit c'est bien. Mais autour de lui, tout le monde dit c'est bon. Quand il dit c'est rouge, même si c'est bleu, tout le monde va dire c'est rouge. Bon, tu ne peux pas diriger avec des gens comme ça. Ceux-là, ce ne sont pas des cadres. Ce ne sont pas des cadres, c'est des magnétons. Ce ne sont pas des cadres. Je peux me dire c'est des robots. Ça, ce n'est pas des cadres. Moi, si j'étais à sa place, je n'allais même pas avoir des ministres. Je prenais des experts dans tous les pays qui peuvent m'aider dans n'importe quel domaine. Je les place à la tête. Et puis les Ivoiriens sont autour. Et ils les forment. Et pendant mes 10 ans, je n'ai pas de ministère où il y a un Ivoirien qui est à la tête. C'est un expert qui est à la tête. C'est ce que moi je pensais de lui. Parce qu'on doit réformer tout le système. On doit réformer la mentalité. Vous pensez que si le ministre de la Justice était un Allemand, tout ce qu'on est en train de dire sur Picheri, il n'avait même pas fait ça là. Ce que Soro est en train de faire, Soro n'avait même pas fait ça. C'est parce qu'on a des gars qui sont là, quand ils prennent une décision la journée, Soro les appelle la nuit. Et il y a plein de ça qui sont autour d'Alassane. Soro les appelle la nuit, et puis les gars, le lendemain, sa parole change, ou son comportement change. Ils sont pleins dans l'administration comme ça. Comment le président peut avancer avec ces gens comme ça? Et lui-même, moi je pense que c'est sa faute. Pourquoi ne pas les nettoyer, mettre des experts? Depuis plus de 12 ans, tu vois le comportement des gens, et puis tu continues de travailler avec des incapables. C'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Bon, je me dis peut-être il est découragé, il veut simplement finir son mandat et puis fuir. Et puis bon, il nous laisse dans la merde. Et puis on va en dépouche. Moi, je ne désespère pas. Je pense que nous avons les moyens de nous défendre. Ça je ne désespère pas à ce niveau-là. Nous avons les moyens de nous défendre. Et Claire, je ne vais pas prendre ton temps. Vraiment, merci pour me passer la parole aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment, vous m'accordez 5 minutes. Ok. Après, il faut prendre le temps de regarder ce que tu as dit. Et puis, il faut regarder les commentaires. Cher frère, ce que tu ne sais pas, tu viens de toucher le vrai problème.
Tu sais, celui qui avertit les gens là, c'est pas lui qui est en situation de malheur. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire là, est-ce que moi je suis en Côte d'Ivoire? Non. Et puis je vais te dire quelque chose. Moi, quand je suis en dehors de la Côte d'Ivoire là, je suis plus informé que quand je suis en Côte d'Ivoire. Mais quand tu vois des gens qui sont comme ça, vous dire il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. On ne dit pas tout, même si on est sur Internet, on n'a même pas le droit de tout dire. Mais le problème de la justice là, ça cache beaucoup d'autres réalités. Et c'est ce que tu as dit. Alassane Ouattara même sait en 1993 comment Bédié a tordu le cou à la Constitution pour s'imposer et le malheur qu'il a causé. Et Bédié, Gbagbo est venu suivre la même voie, Gueye est venu suivre la même voie. Ils ont détruit le tissu social. Ils ont détruit l'effort que Félix Houphouët-Boigny avait réussi de mettre des peuples ensemble. Des peuples d'horizons divers, mais il les avait unis autour d'un idéal. Mais je me demande aujourd'hui, ce tissu qui a été brisé là, tant qu'on n'arrive pas à mettre l'homme au centre de la réalité, et un pays se construit avec un idéal commun, un pays se construit avec une volonté que chacun doit partager. Un pays se construit avec un rêve que chacun doit avoir pour le pays. Mais aujourd'hui, là, le président a fait les routes, il a fait toutes les infrastructures, c'est bien. Mais est-ce que les esprits, comme nous le disons toujours, ont été formatés? Et le seul argument qui peut formater les esprits, en toute sincérité, il ne faut pas nous mentir, c'est la justice. Parce que vous avez pris l'exemple d'une partie qui est sauvage et une partie qui aspire au bonheur. Mais on a connu ces mêmes réalités dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, il y a eu la guerre de 100 ans entre le Nord et le Sud, parce que les mentalités n'étaient pas les mêmes, il fallait les harmoniser. En Europe, il y a eu la guerre religieuse pendant plus de 100 ans. Entre les Arabes, même le jour que le prophète de l'islam a pris la Mecque, ceux qui étaient contre lui, là, ils étaient obligés de s'aligner. Quand les Templiers ont pris Jérusalem, parce qu'avant Jérusalem, là, c'est les musulmans qui étaient là-bas. Mais quand les Templiers ont pris Jérusalem, là, est-ce que c'est en construisant, est-ce que c'est en disant les paroles de Dieu qu'ils ont pu harmoniser les points de vue? Non. L'histoire du monde nous impose des réalités. Quand on veut évoluer, il y a toujours une race de personnes. Et le problème ivoirien, ça trompe beaucoup de personnes. Quand on parle du problème ivoirien, certains résument cela. Chers tous, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Cher EPV, si vous êtes là, mettez les cœurs. Le problème ivoirien, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est ce que les politiciens ont compris. Ils se disent que si on arrive à traiter le problème des Ivoiriens et on arrive à donner des solutions aux véritables problèmes, eux, ils ne pourraient plus compétir sur la scène politique. J'explique. Quand tu prends des gens comme Bédié, Simone Evé Gbagbo, Afin Guessan, c'est tous les opposants ivoiriens là. Quand tu les prends, et puis même la majorité des gens même du RHDP là. Parce que... Vous avez... Je peux parler sereinement? Attends, je vais me mettre sur mute. Allô? Et donc, comme je le disais, ce ne sont pas les ethnies qui sont les problèmes. C'est que dans toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, il y a des ultra-xénophobes, il y a des ultra-tribalistes. Il y en a au nord, sud, partout en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont compris que tant qu'on peut jouer sur la fibre tribaliste, la fibre régionaliste, la fibre ethnique, la fibre religieuse, on va toujours maintenir les Ivoiriens dans un état de sous-homme. Parce que quelqu'un qui est là pour craindre pour sa vie, là, tu ne peux pas vivre correctement ta vie. Quelqu'un qui est là pour dire, ah, comment je vais faire pour manger là? Tu ne peux pas vivre correctement ta vie. Quand toi tu es là, tu te lèves le matin, tu dis, hey, Dieu, donne-moi à manger, c'est que tu n'es même pas encore rentré dans la condition d'homme. Quand toi tu te lèves le matin, tu dis, hey, est-ce que nos voisins ne vont pas venir me tuer? Tu es encore dans la condition de l'australopithèque, de l'homme du Néandertal.
Parce qu'un homme, quand on dit que tu vis ta vie là, ça veut dire quand tu te lèves là, qu'est-ce que je peux faire demain, après-demain? Qu'est-ce que je peux mener et concrétiser en termes de rêve? Voilà ce qu'on appelle vivre une vie. Nos politiciens ont compris que il faut couper ce rêve-là aux populations africaines et ivoiriennes dans le cas spécifique et les soumettre et les imposer une condition qui est que ils ont peur de leur mort, ils ont peur que le voisin les attaque, ils ont peur de manquer de nourriture. Et une fois que les Ivoiriens sont conditionnés dans ces canevas de nécessité minimale de l'existence, les Ivoiriens seront obligés, eux, de voir en chacun d'eux des sauveurs. Cela aussi pourrait être une explication du problème Alassane Ouattara, qui, lui, peut-être a pensé que, avec le développement infrastructurel, les gens auraient compris et les gens auraient adhéré. Et nous autres avons adhéré, bien sûr, parce que nous connaissons. Mais il y a une grande partie qui est encore réfractaire à cette logique-là. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà la question. Qu'est-ce qu'on fait pour que cette disparité-là puisse cesser? Qu'est-ce qu'on fait pour que fin soit mis à ces écarts de mentalité? Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'on va fusiller ces personnes. On ne peut pas dire qu'on va les ostraciser. Mais en fonction de ce qu'elles font, qui n'est pas en harmonie avec les règles de notre société, il faut les confronter à la loi, sans état d'âme. Et les décisions qui seront appliquées là, on les mène et on les conduit du début jusqu'à la fin. Mais en Côte d'Ivoire, une décision de loi est prise. Elle est souvent effacée. On n'informe même pas les populations. Les victimes ne sont pas informées. On est là, on avance dans le vide. Il y a des gens qui sont victimes. Le gouvernement leur dit calmez-vous. Mais après, on a honte de parler de leur situation. On est en train d'avancer dans un flou. Et ce flou-là a fini par créer des sentiments de frustration. Même chez les partisans même du docteur Ouattara. Beaucoup d'Ivoiriens aiment le travail que Ouattara fait. Moi-même, j'en fais partie. Mais, en termes de justice, beaucoup lui reprochent, pas qu'il soit quelqu'un qui impose une justice dans un sens unique, mais c'est que la justice n'a même pas de visage. Tu es victime, si tu es pauvre, tu restes comme ça, on ne parle pas de toi. Mais quand tu es politicien, que tu es puissant, même quand tu as volé, même quand tu as détruit, le lendemain, on te libère. Ah non, il y a une décision politique, amnistie ou bien, comme grâce, on l'a libéré. Mais quel sera ce jour-là, monsieur le président, que vous allez accorder une grâce? Parce que c'est que les gens, grâce, là, ça ne veut pas dire que c'est dirigé à un seul simple politicien. Faites aussi une grâce aux Ivoiriens. Si vous pouvez faire des grâces entre vous, les politiciens, si vous pouvez vous amnistier entre vous, les politiciens, soyez capables d'apporter cette grâce-là aussi à l'égard des Ivoiriens. Soyez capables d'accorder de la grâce aussi aux Ivoiriens en leur permettant de vivre en paix, en leur tenant un message franc et en faisant cette justice-là. Et aujourd'hui, nous, on estime que notre grâce, la grâce que vous pourriez nous accorder, c'est de faire la justice et d'imposer les décisions. Lorsque les gens viendront se plaindre, vous leur dites non. Ce sont les textes qui le disent. Les actions de la personne n'étaient pas en conformité avec les faits. Voilà pourquoi elle se retrouve là. C'est ce que le frère est en train de dire. Il faut qu'on travaille sur les mentalités. Si nous ne travaillons pas sur les mentalités, tout ce qu'on est en train de construire là, c'est des châteaux de sable. C'est des châteaux de sable. Et c'est ça le fond même de notre message. Maintenant, d'aucuns peuvent dire, vous n'êtes pas avec Alassane. Non, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui est intéressant dans notre message, nous avons toujours été clairs avec le président. On a toujours fait des analyses propres pour dire sincèrement ce que nous pensons. Et ce qu'on dit là, si toi tu estimes que nous ne sommes pas dans le droit ou bien que nous ne sommes pas sur la vérité, mais on a toujours permis à chacun de venir s'exprimer. Et ce qu'on a dit là, on n'a jamais changé notre posture. Et ça, cette justice-là, on va l'obtenir. Que ce soit avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'a d'autre choix que de faire ça. La Côte d'Ivoire n'aura... Parce que, aujourd'hui, si on se pose sur la volonté de puissance simplement pour favoriser d'autres au détriment de d'autres, mais aujourd'hui, qui ne sait pas que sur tous les régimes, je dis bien sur tous les régimes, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui au régime d'Alassane Ouattara, c'est les politiciens seuls qu'on favorise. Et eux maintenant se chargent de manipuler les populations selon qu'ils soient du pouvoir ou bien de l'opposition. Mais chacun fait la manipulation du peuple à sa guise et en fonction de sa situation. Est-ce qu'on peut gérer un peuple comme ça?
est-ce que vous-même, les dirigeants, vous êtes en sécurité dans ce contexte? Voilà autant de questions qu'il faut pouvoir se poser. Tant que vous n'allez pas mettre le peuple dans une sécurité et mettre le peuple dans une vision commune, vous ne serez jamais en paix. Et pour en arriver à cela, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut, à travers la justice, arriver à montrer une voie à la population. Ah, maintenant, à partir de maintenant, rien ne sera comme avant. Voilà comment on va faire les choses. Mais quand on laisse les choses pourrir et on n'explique jamais, on ne fait jamais un travail, il n'y a pas de travail mémoriel pour faire comprendre aux anciennes générations et aux nouvelles générations, bon, voilà ce qui s'était passé, mais voilà pourquoi il y a eu des erreurs et comment il faut les éviter. Mais c'est totalement normal qu'on va aller de chaos en chaos. C'est totalement normal qu'on ira de chaos en chaos. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, quelles que soient les raisons qu'on donnerait, vous avez eu l'occasion historique de diriger la Côte d'Ivoire depuis avril 2011. Quel Côte d'Ivoire voulez-vous laisser après vous? Et quel Ivoirien nouveau véritablement voulez-vous laisser? Parce que vous en avez parlé de l'Ivoirien nouveau. Mais est-ce que vous tenez réellement à ce que cet Ivoirien nouveau s'exprime? Parce que cet Ivoirien nouveau qui s'exprime, il y en a des milliers dans le monde, mais l'éclaireur pro-vérité peut estimer qu'il en est un. Et il veut le bonheur de son pays et il veut aussi que son pays puisse se projeter dans l'avenir. Mais cela ne saurait se faire s'il n'y a pas un contexte de justice, s'il n'y a pas un contexte qui garantisse les libertés et les droits. C'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous parlons, ce n'est pas de demain que nous parlons, c'est de l'avenir que nous parlons. Sinon, moi, je peux faire toute ma vie aux États-Unis. Je n'aurai jamais à craindre pour ma vie. Mais et les populations à 99% qui n'auront jamais ces chances-là, comme vous les politiciens et comme nous autres qui sommes à l'extérieur du pays, dans les pays développés. Est-ce que l'Afrique sera toujours condamnée au perpétuel recommencement? Voilà autant de questions qui nous interrogent à choisir des politiciens capables de nous faire rêver et de nous projeter dans le futur. Et ce sont ces questions-là que nous posons. Et comme c'est Alassane Ouattara qui est le président aujourd'hui, il faut l'aider de façon franche en lui disant la vérité. Voilà ce qui pour nous est bon. Surtout que c'est nous-mêmes les populations qui le demandons. Monsieur le Président, faites un sondage d'opinion. Demandez aux Ivoiriens, quels sont ces Ivoiriens-là qui veulent qu'on applique une justice ferme, équitable? Faites un sondage. Si vous avez les chiffres, comme vous les aimez bien, sur votre tableau, et sur votre table, vous comprendrez combien de fois les Ivoiriens ont besoin de justice et combien de fois cette nécessité s'impose aux Ivoiriens. Et donc, chers frères, vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir tenu vraiment des propos très intéressants. Et nous autres n'allons pas changer de posture. On ne va pas changer de langage. On ne va pas changer aussi pour être des saisonniers qui viennent dire et se dédier en fonction des événements. Nous, on a toujours dit que c'est Alassane Ouattara qui est le fil conducteur que nous suivons. On a toujours dit aussi que nous n'avons pas 2 mètres. Et c'est sur ça que nous serons. Parce que nous voulons que l'être humain soit libre, quelle que soit son origine ethnique, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa pensée philosophique et intellectuelle, s'il n'enfreint pas les lois de là où il est, il doit être capable de vivre en paix.